Mon petit garçon Lenny est donc malade depuis 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. À l'époque on s'est aperçu qu'il était d'emblée atteint d'un neuroblastome métastatique stade 4, donc un cancer qui se localisait sur la glande surrénale et qui était déjà métastatique donc dans les os, dans tout son squelette. Donc on est arrivé en France, puisqu'on habitait à l'étranger à l'époque, on est arrivé en France. On a commencé à se laisser guider par les médecins de l'époque, c'était donc à Grenoble, où on nous a donc proposé, je ne vais pas dire obligé, mais proposé, puisqu'en fait on ne nous propose pas autre chose. On a donc soigné avec un protocole de soins avec plusieurs chimiothérapies, nautogreffe, radiothérapie, chirurgie, le traitement classique pour les neuroblastomes, puisqu'on rentrait dans les cases d'un protocole. Lenny a été en rémission au bout de 6 mois, je crois. Puis il a été ensuite en rémission pendant 8 mois. Le traitement a bien fonctionné sur lui. Le problème, c'est surtout compliqué quand il a rechuté, puisque quand il a rechuté, c'est très mal. Statistiquement, ils n'ont pratiquement aucune chance quand un enfant rechute d'un neuroblastome métastatique. Il y a peu d'espoir, et la décision de l'hôpital qui nous suivait à l'époque était donc de faire des soins plus ou moins palliatifs à l'époque. Nous on a donc refusé d'avoir parce que en fait, quand il a rechuté, il faut savoir que Lenny allait à l'école. Il n'y avait aucun signe apparent de la maladie. Simplement lors d'un contrôle, on s'est aperçu en fait qu'il avait des taches qui à nouveau apparaissaient lors des scintigraphies. Et lorsqu'il s'agit d'une rechute, il n'y a plus grand chose à faire, puisqu'il n'y a plus d'espoir, tout simplement, il n'y a plus de traitement. Ensuite on a quitté l'hôpital de Grenoble, on est parti dans le sud-ouest, et c'est donc un des hôpitaux du sud-ouest qui a décidé à un certain stade de l'état de Lenny, effectivement de le mettre en soins palliatifs, puisqu'il n'y avait aucune chance. Et je me répète, on a donc refusé de le laisser partir alors qu'il était en pleine forme, apparemment en tout cas. Donc nous on voulait se battre encore, et on ne pouvait pas comprendre qu'il puisse ne plus y avoir de proposition, plus de traitement. La maladie s'est développée puisqu'il était sans soins, on ne savait plus quoi faire, puisqu'il nous proposait du palliatif seulement, donc pour l'accompagner jusqu'à la mort. Donc il a été sans soins pendant plusieurs mois, où de notre côté on a essayé de faire des soins comme on pouvait, des soins naturels. De toute façon on n'avait rien d'autre de proposer, donc on a essayé de faire quelque chose quand même. Et puis bien sûr, sans chimio, la maladie s'est développée, jusqu'à un certain jour où on est donc arrivé en urgence dans un de ces hôpitaux du sud-ouest qui nous surveillait, entre guillemets, qui nous suivait, pardon. Et donc Lenny est arrivé dans un mauvais état, il avait du mal à respirer, donc on voyait très bien qu'il était mal. Et donc à ce moment-là, j'ai été reçu par le médecin du service pédiatrique, qui m'a expliqué que c'était très grave et qu'il allait décéder dans l'après-midi. Alors en fait, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur pourquoi il me disait ça comme ça, pourquoi on n'essayait pas quelque chose. J'ai prêché le faux pour savoir le vrai, j'ai donc dit au médecin, qu'est-ce qu'on fait si on veut que ça aille plus vite? Alors c'était hors de question pour moi. Et donc il m'a dit, écoutez, dans ces cas-là, on augmentera les doses de morphine. Il dit, j'ai déjà anticipé les réglages depuis ce matin, il devrait partir dans l'après-midi. Voilà. Alors en plus de ça, un personnage fort sympathique qui m'avait dit, en plus de ça, votre fils, il l'a comparé à un bateau qui coulait, en me disant qu'on bouchait les trous en faisant des transfusions, que ça ne pourrait pas durer éternellement, et qu'il ne me cachait pas que ça avait un certain coût aussi. Voilà, donc un truc vachement agréable. On a gardé notre sang-froid. Nous, ce qu'on voulait, c'était sortir mon fils de cet hôpital déjà pour pas qu'on l'euthanasie, tout simplement, même si c'est interdit, soi-disant. Et donc on a gardé notre sang-froid et on a expliqué au médecin qu'on voulait que notre fils meure à la maison, puisqu'en théorie il était intransportable, mais bon, on savait bien qu'en demandant au moins cette dernière faveur, ils n'allaient pas pouvoir nous la refuser. Donc ils ont fait un effort, ils nous ont autorisé à emmener mon fils à la maison. Donc je résume, en arrivant à la maison, bien sûr, la première chose que j'ai fait, j'ai arraché les fils qui étaient en train de tuer mon fils, les perfusions en fait, pardon. Et donc au dernier moment, alors je ne sais pas si c'est le hasard ou pas, on a rencontré quelqu'un qui m'a parlé du docteur de l'Épine, et qui elle se battait jusqu'au bout, tout simplement tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et qu'il fallait tout tenter. Humainement, rien à voir avec les autres médecins, on a eu son numéro de portable, elle m'a répondu tout de suite, elle a dit écoutez, votre fils, il a une saloperie, je vous promets rien, mais vous n'êtes plus tout seul. Et déjà rien que ça, c'était un sentiment de soulagement, puisque nous on se sentait seuls, voire contre tous, parce qu'on était seuls avec notre petit garçon, à vouloir se battre encore, lui aussi d'ailleurs, puisque le jour où ils ont décidé de l'euthanasier, je suis allé voir mon petit garçon dans la chambre, qui avait donc 4 ans et demi, presque 5 ans à l'époque, et qui comprend très bien les choses, puisque ce n'est pas les mêmes petits garçons, les enfants malades, ils mûrissent beaucoup plus vite.
Ils grandissent beaucoup plus vite. Et donc je lui ai demandé, je fais les nids, est-ce que tu veux te battre encore? Et malgré qu'il ait beaucoup de mal à respirer à l'époque, il avait un poumon qui était, on appelait ça un poumon blanc, donc il y avait du liquide métastatique qui lui bouchait un poumon complètement. Donc entre deux respirations, il m'a dit oui, je veux me battre, on va gagner, mais là je suis fatigué. Bon bah moi déjà, en entendant mon petit garçon qui est le premier concerné qui veut se battre, nous aussi, je ne vois pas pourquoi un médecin peut prendre une décision parce qu'il estime que c'est le moment de le faire partir au lieu de se battre encore. Donc je résume, on met mon fils dans la voiture au milieu de la nuit pour monter à Garches, chez le docteur Nicole de Lépine. Alors en plus physiquement, la maladie lui faisait des taches noires autour des yeux, il était dans un état, on voyait bien que ça allait pas. Donc on a été obligé aussi de se cacher pratiquement des autres parce qu'on a mis des caches sur les vitres de la voiture pour pas que sur la route les gens, lors d'un péage ou la police, n'importe quoi, nous arrêtent et en voyant un petit dans cet état-là, ils ne nous auraient pas laissé partir. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont le droit aussi de nous dessaisir de la garde de notre enfant sous prétexte de non-assistance à personne en danger, en pensant qu'on est des parents qui ont complètement perdu la tête et puis on s'acharne sur un petit garçon. Donc on a réussi à arriver à Garches et puis voilà, arrivé ici alors que les autres médecins ne lui faisaient aucun soin. Nicole nous reçoit dans son bureau, alors d'une manière beaucoup plus humaine que les autres. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a votre petit garçon? Tac tac, qu'est-ce qu'il a eu comme chimiothérapie? Voilà, alors là il a du mal à respirer, elle nous a proposé, il nous dit il n'a pas eu d'endoxan, c'est une chimiothérapie qui existe depuis 30 ans, qui est un classique pour le neuroblastome. Ils n'ont même pas essayé de lui donner dans le sud-ouest. Ils préfèrent le laisser partir plutôt que de tenter au moins rien que pour le soulager à la limite. Donc avec Nicole, on commence les chimiothérapies le jour même. Au bout de 2 cures de chimiothérapie, et jusqu'à aujourd'hui, ça fait donc plus d'1 an, Lenny n'a plus aucun métastase dans les poumons, donc il respire normalement. Au tout début, avant la rechute, c'est assez difficile justement de se rendre compte de cette maladie, puisque ça pourrait être n'importe quel bobo comme tous les petits-enfants. Hein. Nous, la première fois, Lenny s'est mis à boiter en sortant de la piscine. Il n'était pas maigre, voilà, rien d'extraordinaire. Après, il a commencé à faire un petit peu de fièvre. Et puis bon, voilà, comme tout le monde, au bout d'un moment, on est allé voir à l'hôpital. Et puis même eux, je crois qu'ils ont mis 3 semaines avant de trouver ce qu'il avait. Donc c'est pour vous dire que c'est pas évident, que ça peut arriver à tout le monde. Je fume pas, je bois pas, ma femme non plus. Il n'y a aucun cancer dans notre famille. C'est vraiment quelque chose qui peut toucher tout le monde du jour au lendemain. Hein, puisque le jour où on vous annonce qu'il est malade, la veille, il n'était pas malade en théorie. Et donc voilà, au niveau des symptômes en tout cas du départ de la maladie, enfin au moment où on s'en rend compte, hein, puisqu'il l'avait certainement bien avant. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? Puisqu'il a des métastases dans les os, il y a des douleurs dans les os, il y a une grosse masse qui se forme à l'intérieur de l'abdomen mais qu'on ne voit pas maintenant qu'il a rechuté. Parfois, comme il a des métastases osseux au niveau du crâne, il a parfois le crâne ça fait comme des bosses en fait, c'est des métastases en fait qui font des bosses, et donc il a le visage des fois qui est déformé, il a notamment une métastase qui est derrière l'œil, donc il lui exorbite de temps en temps l'œil quand il est en poussée de maladie seulement. Ensuite, comme il répond aux chimio, ça fait marche arrière. On a commencé donc à personnaliser les soins pour Lenny avec Nicole. Et on a commencé donc à faire différentes chimiothérapies. C'est pas Nicole qui invente ces chimiothérapies, hein, c'est des classiques, mais simplement elle soigne Lenny tout simplement. Il y a un enfant malade, on le soigne, on ne laisse pas mourir. Et donc bien sûr on est passé par des hauts, des bas. C'est un cancer, c'est pas une grippe, hein, mais voilà, ça fait partie de la difficulté. Et puis surtout, c'est que tant qu'il est en vie, il y a de l'espoir. Surtout que c'est loin d'être de l'acharnement thérapeutique, puisque Lenny, sur 1 an qu'on a passé maintenant pour un enfant qui était condamné à mourir il y a plus d'1 an, il a passé 90% du temps bien à jouer, à être à la maison. Il a appris à faire du vélo, il a appris à siffler, à monter aux arbres entre-temps. Donc voilà, c'est loin d'être de l'acharnement thérapeutique. Et surtout, c'est que tant qu'on est dans la bataille, ça veut dire qu'on a encore de l'espoir pour s'en sortir. Pourquoi pas, hein, il n'y a pas de règle. Voilà. Par contre, s'il est mort, oui, on n'a plus de chance. C'est des cures de chimio en fait, qui sont donc personnalisées, qu'on adapte en fonction aussi de ces bilans sanguins, puisqu'on ne peut pas faire des chimios quand il est trop bas en globules blancs, etc. Enfin, bon, il y a plein de paramètres. Et donc en moyenne quand même, on arrive à passer, on va dire, 3-4 semaines chez nous et 1 semaine à l'hôpital. Et même quand on est à l'hôpital, en dehors des périodes où il a eu un petit peu des poussées de maladie qui revenaient, qui n'étaient pas drôles, mais qu'on a réussi à maîtriser, et ensuite on a pu faire marche arrière dans son état, il s'est retrouvé à nouveau bien. Donc sinon voilà, en règle générale, c'est 3-4 semaines à la maison, 1 semaine à l'hôpital. Nous, on est des parents, c'est vrai qu'on est à 100% avec nos enfants, hein, l'objectif c'est de les soigner. Après c'est évident que sans ce service, dans mon cas et dans le cas d'autres parents,
on n'aurait plus de... Enfin, dans mon cas, j'aurais plus l'ENI depuis 1 an, c'est évident, puisque c'est le seul service qui a accepté de soigner mon fils et de se battre. Voilà, donc tout simplement. Et après, au-delà de ça, effectivement, on a des bruits de couloir qui nous disent que ce service est menacé de fermeture. Alors, c'est évident, on n'a pas un courrier officiel, mais simplement, on le voit au quotidien. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plus de lits disponibles dans ce service, qu'il y en a énormément besoin. Et donc, petit à petit, effectivement, on a moins de lits, donc moins de chambres. Après, il y a plein de sabotages en parallèle. Alors, effectivement, nous, on n'est pas on fait pas partie du personnel, donc on est moins, on voit moins tout ça. Après, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu effectivement dernièrement le non-renouvellement de notre cadre de santé qui était super. Pour une fois, on avait une cadre de santé qui travaillait très bien, qui s'entendait bien avec tout le monde. Enfin, tout fonctionnait bien. Voilà. Donc d'un seul coup, ils ont décidé de ne pas renouveler son CDD. Au-delà de ça, il y a toujours du problème de personnel. On sait bien que Nicole de Lépine doit partir à la retraite en théorie au mois de juillet, je crois, 2014, pardon. Et ils font tout en fait pour asphyxier le service petit à petit jusqu'à ce que ce service meure et que après la retraite de docteur de Lépine, qu'il n'y ait pas de renouvellement pour reprendre la suite derrière et puis qu'il n'y ait plus de service du docteur de Lépine, voilà tout simplement. Si ce service ferme, c'est évident que mon fils mourra dans très peu de temps, puisque l'ENI a besoin de traitement régulièrement, donc c'est évident que si le service ferme le mois prochain, l'ENI est mort 1 mois après, voilà tout simplement.